Bienvenue au café éthique de l'hôpital central de Yaoundé, dont le thème porte sur la charte Mandé et Ubuntu. Dans nos sociétés contemporaines, où les principes de l'humanitude tendent à s'affaiblir, le prendre soin éthique s'impose comme un pilier indispensable au bon fonctionnement et à la crédibilité du système de santé. Le prendre soin, ou care, désigne à la fois une pratique concrète d'entretien de la vie quotidienne et une éthique relationnelle qui place la sollicitude, la continuité et la responsabilité mutuelle au cœur des soins. Réflexion normative sur ce qui doit être considéré comme bien, juste ou digne, les philosophies morales sont les cadres conceptuels par lesquels les civilisations formulent, justifient et transmettent leurs valeurs. En Afrique, malgré la prévalence de l'oralité, il existe des socles normatifs solides, susceptibles d'orienter et d'enrichir les pratiques du prendre soin. La charte du Mandé, ou charte de Kurukan Fuga, la plus ancienne consécration écrite de ces principes, 1236, a posé dans ce sillage les grands fondements régissant la vie du peuple mandingue dans ses multiples dimensions. À côté de ce texte fondateur, la philosophie africaine de l'Ubuntu continue de mettre l'accent sur la primauté des relations humaines, la dignité partagée, le pardon, la générosité, la solidarité, l'hospitalité, l'unité, la compassion et l'interconnexion de l'humanité. Le Centre pour le développement des bonnes pratiques en santé vous propose de revivre, via ce podcast, les moments qui ont permis de mettre en exergue comment articuler et traduire les principes normatifs de la charte Mandé et de l'Ubuntu en pratique contemporaine du prendre soin, afin de renforcer la qualité, l'équité et la légitimité des soins dans les contextes africains contemporains. Autrement dit, comment faire dialoguer ces héritages normatifs et les exigences contemporaines du prendre soin? Mieux, comment convertir ces principes historiques et philosophiques, solidarité, dignité, réciprocité, en normes opérationnelles pour les services de santé modernes? Bonne écoute. Tous, à ceux qui sont dans la salle, à ceux qui sont en ligne, nous avons un retard au démarrage pour cette édition du Café Éthique. C'est l'édition du dernier mercredi de mai qui a lieu le premier mercredi de juin en raison de la fête de la Tabaski. Et aujourd'hui, nous avons souhaité nous enrichir autour de la charte Mandé et Ubuntu. Certains vont se poser la question de quoi s'agit-il. Habituellement, quand on fait un peu d'histoire sur les droits de l'homme, l'encadrement des droits de l'homme de manière écrite dans les sociétés, on fait allusion à la charte du Manding pour parler comme les autres, mais dans la charte Mandé qui fait partie des premiers écrits qui datent des années 1200, et ce n'était nulle part ailleurs qu'en Afrique. On a retrouvé ce document écrit qui dictait un certain nombre de valeurs et de principes de la vie ensemble. Et progressivement, le mot Ubuntu, je suis parce que nous sommes philosophie propre à l'Afrique, et si elle est la mère de l'humanité, cela a une certaine valeur. Donc aujourd'hui, nous voulons échanger sur
quelles sont les implications de ces deux philosophies, si on peut dire, mais en fait, elle est la même aujourd'hui. Qu'en savons-nous aujourd'hui? En avons-nous conscience? Comment nos agir dans le cadre du système de santé ou dans le cadre du système hospitalier tiennent compte de cela? Pour rappeler quelque chose, j'ai le souvenir d'un tradit praticien ancré dans les valeurs africaines qui raconte que la médecine traditionnelle africaine se concevait au niveau d'une communauté. Il y en a qui avaient reçu le don et qui le transmettaient aux enfants qu'on leur envoyait et qui apprenaient sans livre, mais qui apprenaient autour des valeurs, autour des interdits, autour d'une certaine forme d'ascétisme pour servir la communauté. Le soignant était au service de la communauté. La communauté savait que le soignant avait un statut particulier et la communauté soignait son soignant. Et donc, les uns et les autres vivaient ensemble, chacun vivant parce que l'autre est vivant. Nous sommes dans un milieu aujourd'hui qui doit assumer sa culture métisse, parfois métisse de plusieurs cultures. Alors, je vais passer la parole à Dr Basile Ngono, qui va nous camper les concepts. La grosse question à la fin probablement sera: et aujourd'hui, la charte existe, les valeurs Ubuntu existent, les portons-nous? Comment pouvons-nous mieux les porter? Comment les interprétons-nous en face de la bioéthique moderne, des principes de bioéthique moderne ou de l'éthique du prendre soin actuel? Donc, écoutez, aiguisez vos intelligences et laissez-vous abreuver par le docteur Ngono pour camper notre débat. Docteur Ngono, bonsoir, bienvenue. Merci, monsieur le directeur, de me passer la parole. Alors, il était question, dans un premier temps, d'arrimer la dignité à ces deux concepts. Mais en essayant d'entrer dans la dynamique de ces deux concepts, on s'est rendu compte que en eux, il y avait la question de la dignité. C'est pour ça qu'on est revenu à la présentation de la charte et à la présentation de ce qui va devenir la philosophie Ubuntu. Et on va essayer d'ouvrir des passerelles par rapport aux soins, par rapport au prendre soin, et par rapport à des concepts tels que le commun, l'individuel et autres. On va donc dire qu'au XIIIe siècle, l'empereur Sundiata Keita jetait les bases de l'humanisme africain avant l'heure. Un texte visionnaire inscrit aujourd'hui au patrimoine de l'UNESCO qui interroge notre idée de l'universalité. Quand on essaie d'aller aux sources d'un empire et d'une sagesse, se dit vers 2036, sur la plaine de Kougan-Fouga, près de Kangaba, le jeune empereur Sundiata Keita rassemble les chefs du Mandé. Le grand empire du Mali vient naître.
pour unir les clans et poser les fondations d'un ordre nouveau, Sundiata fait proclamer une charte de gouvernement, transmise oralement de génération en génération par les griots. Cette charte Chilimandeng, ou Purugan Fuga, deviendra l'un des plus anciens textes politiques et moraux du monde, connu au monde. Bien avant les révolutions occidentales, elle proclame des principes d'une étonnante modernité. Le respect de la vie, l'abolition de l'hérésia, la liberté d'expression et le droit à la nourriture et à la paix. Toute vie est une vie, dit la charte. Une phrase simple, mais qui contient en elle seul tout un monde de valeurs humaines. Je vais vous partager avec vous, à la suite de ce que je viens de dire, de cet humanisme, un message que j'ai reçu de la part de Jean-Emmanuel Ponty, universitaire connu de tous, qui est en ce moment à Vienne, où il a présenté la charte demandée hier à l'Académie de diplomatie de Vienne. Voilà ce que Jean-Emmanuel Ponty dit. La charte du Mandé est à la fois futuriste et avant-gardiste. Il n'existe en effet aucune autre charte au monde qui soit triple dans son objet de préoccupation, dans la mesure où elle couvre les domaines des droits humains, des droits des animaux et des droits de la nature, et ce, dès l'an 1236. À partir de ce constat, dit le professeur Ponty, comment peut-on prétendre venir enseigner aux Africains ce qu'ils ont eux-mêmes connu 5 voire 6 siècles avant les personnes qui veulent aujourd'hui s'adonner à cet exercice devant leurs yeux? Il y a en effet quelque chose de difficilement compréhensible dans cette situation qui a pourtant une explication bien plausible. Hélas, l'ignorance par les Africains de l'existence, du contenu et de la portée du texte de la triple charte du Mandé. C'est cette grave carence qui est en grande partie en train d'être redressée cet après-midi au café éthique de l'hôpital central, qui a le mérite de ce fait, toutes nos félicitations et nos remerciements, au café éthique bien sûr. En effet, bien que nous soyons nés en Afrique pour la plupart d'entre nous, nous devrions nous garder de parler d'un continent que beaucoup ne connaissent que très superficiellement. Il faut donc saluer l'effort d'être venu à ce café éthique de ce jour, fait à l'Académie diplomatique de Vienne, Autriche, ce jour 3 juin 2026. C'est un message du professeur Jean-Emmanuel Ponty. Justement, qui est en acquaintance avec ce que j'ai dit. Et lorsque on a parlé de on a suivi ces messages, nous allons continuer en disant voilà, c'était un humanisme, puisqu'il a parlé d'humanisme, en fait, c'était un humanisme africain. Dans cette charte, l'homme est reconnu dans sa dignité. Ça, dans l'histoire de la philosophie, on sait que, en fait, on n'a jamais parlé de cette charte, qui est pourtant le premier document qui pose le problème de la dignité. Philosophe ayant étudié dans des universités occidentales, jusqu'au moment où j'étais tombé sur cette charte, je savais que c'est Kant qui était à l'auteur du concept de dignité humaine. C'est-à-dire celui qui en fait le repère, qui en fait, je dirais même le fondement de notre humanité commune à partir du fait qu'il relève qu'il y a une chose qui n'a pas de prix et qui n'a qu'une valeur, une personne, et donc d'où sa dignité. Voilà
non en tant qu'individu isolé, le professeur l'a bien dit, même en donnant l'exemple du guérisseur traditionnel, on retrouve que non en tant qu'individu isolé, mais comme être de relation, membre d'une communauté reliée à la nature, aux ancêtres et aux forces du monde. Les décisions se prennent collectivement. La parole, plus que l'épée, règle les conflits. Même dans notre palabre, aussi, voilà quelque chose qu'on devrait, voilà une thématique qu'on devrait prendre à bras le corps dans le cadre, par exemple, de la relation soignant-soigné. Ça, c'est pas l'épée qui règle, c'est la parole, les conflits. Le pouvoir est décentralisé, confié à ceux qui savent écouter, protéger et équilibrer. Ce modèle de société que l'historien Joseph Kizerbo qualifiait d'humanisme communautaire démontre que la démocratie et les droits humains ne sont pas nés en Europe, mais ont fleuri en Afrique bien avant la modernité. Pourtant, cette sagesse n'a jamais franchi les frontières du continent. Ou si elle l'a fait, ce fut par fragments, méconnus ou méprisés. Pourquoi ces valeurs si proches de celles que l'Occident revendiquera plus tard ne sont-elles pas devenues universelles? C'est-à-dire la question de l'universalisme, de l'universel. Ça ouvre les pistes. D'ailleurs, c'est pour ça que quelqu'un que je vais citer tantôt, Souleymane Bachir, demande qu'on ne parle plus d'universel, qu'on parle d'universalisé. Parce que universalisé ouvre à tout le monde et accepte tout le monde et est inclusif, universel. Acceptons cela. Une partie de la réponse se trouve dans la dimension sacrée de la pensée africaine. Dans le Mandé, la morale et la loi ne viennent pas de la raison humaine, mais de l'ordre cosmique. L'équilibre entre les hommes, la nature et les esprits. Le politique n'est pas séparé du spirituel. Il en est la prolongation. De ce fait, les valeurs proclamées à Kurgan Fuga valaient pour la communauté initiée, non pour l'humanité abstraite. Là où l'Europe des Lumières a sécularisé la morale pour la rendre universelle, l'Afrique a sacralisé l'éthique, la reliant au divin et à la vie. C'est cette différence de fond entre raison universelle et harmonie sacrée qui explique pourquoi la charte Mandingue est restée un trésor local et non un manifeste mondial. L'Afrique, une autre voie vers l'universel. Aujourd'hui, alors que le monde s'interroge sur le sens des droits humains et la place de la spiritualité dans la politique, la charte du Mandingue réapparaît comme une leçon de sagesse intemporelle. Elle nous rappelle que la dignité humaine n'est pas qu'une question des lois ou de constitution, mais de relations entre des êtres avec la terre et avec le sacré. Le philosophe Souleymane Bachir Diagne voit dans cet héritage une source d'inspiration pour repenser l'universel, non plus comme une norme imposée par une civilisation sur les autres, mais comme une harmonie des diversités, une universalité vécue dans le respect de toutes les formes de vie. L'Afrique, loin d'avoir manqué l'universalité, a peut-être simplement choisi une autre voie vers l'humain. Celle où la justice ne se déclare pas, mais se vit, et où la parole donnée a plus de valeur qu'un serment écrit. Une sagesse ancienne pour un monde en quête de sens. Inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO depuis 2009, la charte du Mandingue continue de vibrer dans la mémoire du continent. Elle parle d'un monde où la loi est au service de la vie.
Et je pense qu'elle parle davantage à un pays que je connais très bien et que j'aime très bien, où on s'apprête à transformer la médecine, à faire de l'acte létal un acte médical. Et le Parlement est en train d'en discuter en ce moment. Où le pouvoir s'exerce dans la responsabilité et où la liberté s'enracine dans la solidarité. À l'heure où les sociétés modernes peinent à concilier progrès, spiritualité et justice, cette voie venue du XIIIe siècle malien nous rappelle une vérité simple: le droit le plus universel reste celui de reconnaître l'autre comme un semblable. Cela m'amène directement à parler de l'Ubuntu. Ubuntu est le premier terme d'une langue autochtone à entrer dans une constitution, celle d'Afrique du Sud, grâce à Nelson Mandela et à Desmond Tutu. Le texte de la constitution provisoire créée dès 1993, le peuple arc-en-ciel, balayant la logique de l'apartheid comme celle des tribus, et propose le dispositif génial qu'est la commission Vérité et Réconciliation, selon lequel l'amnistie sera accordée sous des conditions minimales à toutes les violations faisant l'objet d'une pleine divulgation. Il s'agit de faire face à un héritage de haine, de peur, de culpabilité, sur la base d'un besoin de compréhension et non de vengeance, d'un besoin de réparation et non de représailles, d'un besoin d'Ubuntu et non de victimisation. Ubuntu est ainsi le premier mot bantou à devenir un concept philosophiquement partagé dans plus d'un monde et peut-être aujourd'hui dans le monde entier. Depuis cette année, je donne un cours sur la philosophie de l'Ubuntu aux étudiants du master en bioéthique que je coordonne. Et il n'y a vraiment pas, on trouve de tout. On retrouve Aristote, on retrouve Platon, on retrouve Kant au cœur de ce concept. Souleymane Bachir Diagne souligne qu'avec Ubuntu, il s'agit pour Mandela de l'art de rendre la communauté meilleure. Ubuntu, pour moi, s'énonce 2 points, ainsi, 2 points. Nous sommes dont je suis. Pas très loin du cogitatum de Descartes. Sauf que nous prenons une autre, faisons une autre démarche que celle de Descartes. On refuse la monade, on est plutôt dans le commun, on est plutôt dans, je dirais, l'ensemble, dans le relationnel. Au départ, Ubuntu est un mot, tout ce qu'il y a de plus banal, couvrant une sémantique très large, voire très lâche. Les linguistes et les locuteurs nous enseignent qu'il peut vouloir dire humanité, ou fraternité, ou compassion, ou encore faire communauté. Bref, il peut vouloir dire beaucoup de choses, comme beaucoup de mots, dans beaucoup de langues. Dans une interview, Nelson Mandela a reconnu qu'Ubuntu avait de multiples sens, mais qu'ils convergeaient tous vers une acception précise, l'art de rendre la communauté meilleure. Dans ce mot, on peut déceler une double signification. La première, c'est l'idée qu'être humain, ce n'est pas un état, c'est une tâche. Être humain, ce n'est pas un état, c'est une tâche.
Autrement dit, l'humain est cet être qui est engagé dans la tâche de devenir ce qu'il a à être, c'est-à-dire humain. La seconde, c'est que cette tâche se réalise dans une relation de réciprocité avec d'autres êtres vivants. On cite souvent le proverbe zoulou, umuntu, ngumuntu, ngabantu. Un humain est un être humain. Un humain est un humain grâce à d'autres êtres humains. Nous avons affaire à une sorte de cogito collectif, si on peut user d'un tel oxymore. Ces deux aspects, l'humanité est une tâche et, deuxièmement, remplir cette tâche, réaliser notre humanité implique la réciprocité, illustre le potentiel humaniste d'Ubuntu. C'est ce potentiel humaniste que vont développer Desmond Tutu et Nelson Mandela lorsqu'il s'agira de faire passer Ubuntu du statut de mot à celui de concept philosophique pour résoudre le problème auquel il faisait face. Car la philosophie est faite non pas pour divaguer, mais c'est pour résoudre les problèmes. Il faisait face à un problème, à savoir la logique de l'apartheid et de ses ravages. Le concept de Mobutu y répondait parce qu'il est une invitation à faire communauté ensemble. Dans mon travail, j'adopte la traduction « faire communauté » ou « faire humanité ensemble ». Et il me semble que dans le processus du prendre soin, dans la rencontre thérapeutique et même dans un hôpital, la grande quête, c'est être ensemble, soignant et soignants, soignants et soignés, plus les gardes malades, bien tous ceux qui tournent autour de l'hôpital, pour être ensemble, non pas pour se chamailler ou pour guerroyer, mais être ensemble pour lutter contre l'ennemi commun qui s'appelle la maladie. Et dans ce sens, Ubuntu et la charte Mandé peuvent être pour nous des lieux de renaissance pour une médecine, pour une pratique des soins plus intégrée dans notre ethos camerounais, yaoundéen et de l'hôpital central. Je remercie. Ok, merci beaucoup. La charte du Mandé comportait quelques articles. Je vais lire un seul qui était déjà très fort. Toute vie est une vie. Toute vie est une vie. Il n'y en a pas une qui soit au-dessus de l'autre, avec des implications sur le droit de dire, sur comment éviter les conflits. Et le préambule disait le Mandé est fondé sur l'entente et l'amour, la liberté et la fraternité. Quand on l'a dit, pour un pays qui sort de la guerre, parce que le moment où cette charte est établie, c'est au moment où Sundiata Keita vient de vaincre un tortureur, on va dire comme ça, un tortionnaire, quelqu'un qui était relativement violent, orchestrait les razzias et prônait la violence absolue.
En milieu hospitalier, toute vie est une vie. En milieu hospitalier, sans l'entente, sans l'amour, on ne peut pas prendre soin de celui qui souffre, parfois au moment où lui-même ne sait plus pouvoir nous dire qu'il souffre. Est-ce que ça nous parle au moment où Desmond Tutu et Nelson Mandela reviennent à ces valeurs de l'Ubuntu, de l'Umuntu? Pourquoi, lorsqu'ils sortent, ils veulent restaurer une Afrique du Sud en nation arc-en-ciel? Est-ce que cette charte, est-ce que cette philosophie d'Ubuntu nous parle en milieu de soins? Si elle nous parle, elle nous dit quoi? La deuxième partie du café éthique va s'ouvrir. Les notions sont campées. À chacun, c'est son temps de parole, son temps de contribution ou son temps de questionnement pour nous enrichir mutuellement. Il y a un aîné, un grand maître de médecine au Cameroun qui aime à dire « Personne ne peut être plus intelligent que lui-même ». La seule chance qu'on offre à son intelligence de grandir, c'est de profiter de l'intelligence des autres, donc d'écouter les autres, nous enrichir de leur intelligence. Là également, c'est un gros ancrage, un très fort ancrage dans l'Ubuntu. Je suis intelligent parce que les autres sont intelligents. Le pape est venu récemment, il a dit la main qui donne est celle qui préserve l'ensemble, pas celle qui accapare. Celle qui accapare nourrit la destruction, mais celle qui donne entretient et protège le groupe. Nous ouvrons les contributions. Ceux qui veulent contribuer, le moment c'est maintenant. S'il y en a qui sont en ligne, nous vous écoutons, vous vous faites signaler. Nous voulons également faire un commentaire. Professeur Jean-Emmanuel Pondi nous a envoyé un message. Merci pour ce message. Professeur Jean-Emmanuel Pondi, pour certains se souviennent qu'il a été avec nous ici au cours d'un café éthique et sa perspective sur la renaissance africaine est clairement établie. Il y a de nombreux écrits. Pour les plus jeunes, c'est vrai que la génération WhatsApp, réseaux sociaux, n'a pas le temps de lire des ouvrages parce que c'est moins facile. Mais maintenant, plusieurs de ces ouvrages ou des articles sont en ligne. Essayez de vous ancrer sur ces valeurs qui vous permettront d'assumer votre place dans le concert de ces réseaux et même de l'intelligence artificielle. Parce que si vous n'y êtes pas, si nous n'y sommes pas, nous n'aurons que des modèles qui ne tiennent pas compte de nos spécificités, puisque les robots prennent ce qui est disponible sur ces réseaux. Qui veut commencer dans la salle? Monsieur Eloumou, allez-y. Merci. D'abord, je salue l'intervention du docteur par rapport au thème qui est soumis à notre réflexion. Le constat se dégage. C'est que nous nous retrouvons encore dans la profondeur de l'histoire africaine, une histoire antique, qui se situe sur deux manchettes. Première manchette,
la charte Mandé, qui relève de l'histoire ancienne de l'Empire du Mali avec Soundiata Keita, qui, au fil de l'histoire, a mis en place tout un système de culture, toute une culture qui aujourd'hui se trouve absolument reconnue et qui met en branle le principe de la dignité de l'homme, le principe de l'émancipation de l'homme. Et d'autre part, nous avons la pensée Ubuntu, qui est une pensée bantou, qui tire ses origines, comme l'a si bien dit, de la République sud-africaine, qui sort des méandres, des tourbillons de la domination de la partie et qui est en train de se libérer, qui était dans le processus de libération avec Desmond Tutu et Nelson Mandela. Aujourd'hui, cette nation est déjà pratiquement indépendante, mais elle laisse l'héritage de sa culture qui peut même être utile à des penseurs occidentaux tels que Kant, Aristote et Platon, et le concept central étant la justice sociale, la libération de l'homme. Voilà l'essentiel de ce que j'ai retenu. Comme nous sommes dans un domaine médical et paramédical, l'éthique médicale se trouve soutenue par le serment d'Hippocrate et l'éthique des infirmiers par le serment de Florence. Et les deux ont pour dénominateur commun le respect du malade. Voilà donc un système qui se passe sur le continent africain, mais qu'on peut joindre à ces deux serments pour faire une synthèse. Vous savez, moi, à mon sens, la médecine fonctionne en fonction des aires socio-géographiques. Par exemple, la médecine occidentale peut évoluer dans le contexte strictement occidental et la même médecine que nous apprenons évolue sur le continent africain avec ses spécificités. Je me dis que si l'on fait une certaine addition entre la culture mandée, la charte mandée et Ubuntu, avec ces deux chartes, on aura un dénominateur commun, la dignité du malade. Et cela va nous amener à développer la culture africaine, à développer une médecine rationnelle, mais qui ne perd pas ses origines culturelles issues du continent africain. Je me dis qu'une telle approche, non seulement va permettre une certaine révolution sur le plan occidental, mais donnera encore un autre sens éthique à la prise en charge du malade sur le plan strictement continental. En conclusion, je peux dire que ces deux chartes, qui sont des chartes africaines, sont des orientations qui relèvent, qui ont une certaine valeur épistémologique, une certaine valeur éthique et qu'on peut associer aux deux serments pour avoir un médecin de qualité qui répond d'un à la culture occidentale et deux qui ne se dessouche pas de sa réalité, de ses origines africaines. Je me dis qu'une telle approche mériterait d'être introduite dans l'anthropologie médicale, par exemple dans la formation initiale, dans les facultés. Ainsi, notre originalité ne saurait être perdue. J'en ai terminé. Merci beaucoup. Je note l'apologie des bénéfices du métissage et que vous assistez sur l'introduction de ces notions dans la formation des étudiants. Merci. Autre contribution? Nous avons en ligne une contribution. Bonsoir, merci beaucoup pour cette présentation et pour la corrélation pertinente avec le milieu de soins. La non-reconnaissance du concept Ubuntu à l'époque ne faisait-elle pas partie d'une stratégie plus large de colonisation à l'époque coloniale? Question. Quel mécanisme pensez-vous qu'on pourrait mettre sur pied pour cultiver l'envie de l'Ubuntu? Merci beaucoup. C'est Dr Keme qui pose la question. La première option, c'est effectivement de faire comprendre ce qu'il y a dans la charte Mandé et ce que la philosophie Ubuntu signifie. Une fois qu'on a bien lu et qu'on a compris, on se rend bien compte que de manière, je ne vais pas dire
naturelle ou la plus profonde possible, nos racines sont plongées dans la dignité humaine et dans le respect de la communauté. Au-delà et lorsqu'on parle de communauté, un soignant ne peut être heureux comme soignant que s'ils sont des soignants. Un patient ne peut être heureux, et nous l'avons vu, la logique autour des malades ou des gardes malades. Souvent, les gardes malades sont plus malades que le malade. C'est une réalité, et donc de comprendre ce que cette charte Mandé porte et de comprendre ce qu'est la philosophie Ubuntu va probablement aider à mieux comprendre certains des désordres dans lesquels certains se retrouvent lorsqu'ils veulent s'isoler, lorsqu'ils veulent rentrer dans une culture hyper individualiste. C'est comme une branche qui oublierait qu'il y a un tronc et que le tronc oublierait qu'il y a des racines qui lui donnent vie. Donc maintenant, quel autre mécanisme? On a déjà évoqué l'éducation, la formation, la sensibilisation à ces concepts pour les comprendre. Et ensuite, c'est, je pense, d'échanger et d'essayer d'analyser un certain nombre de nos problématiques à la lumière de cette philosophie rendra peut-être un certain nombre de difficultés moins complexes, parce que très rapidement, on se rendra compte que la démarche très individualiste ou très individuelle qui voudrait que le consentement éclairé pour les soins, par exemple, soit celui de ce que quelqu'un a décidé. Tout à l'heure, le docteur Ngono posait la question de est-ce que je peux décider que l'on me fasse mourir et me faire assister par un soignant? C'est une décision individuelle, mais est-elle communautaire? Avons-nous pris l'avis de ceux qui sont nos amis, de ceux qui sont nos membres de famille au moment où on prend cette décision? On veut leur imposer peut-être une douleur, mais si l'on intègre cette dimension plus communautaire que tout simplement la perspective de l'individu, certaines choses seraient plus faciles à régler. Il y a beaucoup d'écrits de certains psychiatres qui s'intéressent aux problèmes de santé mentale des migrants et qui nous enseignent que souvent, certains des troubles mentaux observés chez les migrants naissent, en tout cas ceux qui sont d'origine africaine, souvent vont naître de ce conflit ou de cette inadaptation à la vie solitaire, individualiste, alors qu'on sort d'un environnement où on est en communauté. Autre contribution, question dans la salle? Oui, Madame Nola. La parole donnée. La philosophie des chartes Mandé et Ubuntu nous ramène dans nos réalités, confrontés aux réseaux sociaux, façon de penser, aux approches, pour nous dire qu'en milieu de santé, on doit privilégier le dialogue. Qu'en milieu de santé, on doit rechercher des solutions consensuelles. Et là, je dis, ça se passe déjà dans le milieu de santé de l'hôpital central. Et on ne se rend pas compte qu'on est en train de mettre en pratique ces chartes-là. J'ai assisté à une médiation hier où un jeune couple était confronté à un choix, accepter
une césarienne pour une maman qui avait déjà, une jeune maman qui avait déjà eu une césarienne. Et les deux étaient devant leur responsabilité, devant la complication grave de l'enfant qui était déjà détecté. Il fallait faire un choix et sans entrer dans les détails de la confidence de cette médiation, j'ai apprécié que ces jeunes aient dit « Ok, on peut se prononcer, mais nous voulons un troisième avis, celui des parents. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils pouvaient prendre la décision de dire « Ok, peut-être accouchement par voie basse advienne ce que pourra, même si l'enfant meurt. » Ou alors la césarienne. Bon, quand je fais la césarienne, je n'accoucherai plus par voie basse. Mais face au questionnement que le soignant a apporté en leur montrant le pour et le contre, ils ont dit, nous ne pouvons pas nous prononcer là maintenant. Nous cherchons un troisième avis, l'avis des parents. Ça veut dire que la réflexion communautaire est comme un peu ancrée déjà dans nos gènes et nous appliquons ces chartes, nous appliquons ce qui se passait avant sans nous rendre compte que nous sommes dans la mise en œuvre de ces concepts mandins ou Ubuntu. Merci, je voulais juste partager cette... Merci beaucoup pour cet exemple très pratique. Le consentement est-il individuel, est-il l'affaire du couple ou est-il l'affaire de la famille? Et dans le cas d'espèce, j'espère que tout s'est bien achevé pour cette dame et que la famille a apporté la solution juste face à la situation. Oui, Monsieur Thomas. Ok, merci de me passer la parole. Je suis très content encore ce soir. J'ai appris beaucoup de choses. L'achat du Mandé, toute vie est une vie. Ubuntu, je suis parce que nous sommes. Bon, ma petite compréhension me dit que l'hôpital est un sanctuaire. C'est-à-dire la gouvernance du soin impose qu'il n'y ait pas de ségrégation, de considération pour ce qui est de l'âge, de la religion, des moyens, de l'ennemi. Mais quand je vois ça en tant que quelqu'un qui est tout le jour, comme ce matin, dans un centre hospitalier, mais il semble que l'implémentation, l'intériorisation de ces principes édictés par l'Ubuntu et l'achat du Mandé est victime je ne dirais pas dans votre contexte, dans notre contexte, à trois grands boulots d'étranglement: l'argent, l'erreur, la vérité. L'argent, est-ce que vraiment, dans notre contexte actuellement, là, l'urgence vitale peut primer sur l'argent? Nous qui n'avons pas d'argent, est-ce que nous avons les mêmes chances que les autres? Il y a aussi l'erreur. Bon, je ne sais pas si je vais me faire comprendre quand je parle d'erreur. Et puis, j'ai parcouru là quelque part. L'erreur appelle réparation. Est-ce que suffisamment dans votre contexte, vous appliquez à réparer l'erreur? Je ne vais pas venir dans les détails. Suivant toutes les actualités ces derniers temps, il y a trop d'erreurs commises, mais jamais on a senti ce mouvement-là pour revenir vers la famille, pour reconnaître, pour expliquer, pour réparer. Et la dernière chose, la vérité. Est-ce que s'il n'y a pas une sorte de mettre dans le milieu hospitalier où on ne dit jamais la vérité au malade que je suis, ou bien malade qui est mon frère, c'est-à-dire, on fait toujours l'effort de vous faire voyager, de vous embrouiller, de vous faire dépenser au besoin. À la fin, c'est pourquoi vous êtes venu. Vous n'avez pas le soin et parfois il y a mort. Voilà un peu ce que j'ai à dire. Ok, merci beaucoup pour cette analyse
assez pointu sur les goulots d'étranglement. L'agir juste au sens de justesse et au sens de justice est la quête à chaque fois que l'on veut agir. Et c'est parce que justement on peut agir mal ou on peut agir injustement que l'effort de renforcer les capacités pour mieux comprendre quels sont les ressorts disponibles ou les ressources disponibles pour agir juste et essentiel. L'argent, il y a des personnes qui posent la question, et j'ai envie de vous la poser ici. Comment dit-on l'argent dans vos langues traditionnelles respectives? Vous vous rendrez compte que ça n'existe pas. C'est un mot importé de l'Occident. Parce que, en fait, c'était la dimension de la prospérité, n'est-ce pas? De la prospérité collective qui renvoie à la richesse. L'argent a une dimension très individualiste qui pose donc des soucis. Avant, on était content d'avoir beaucoup et on partageait, et le premier beaucoup, comme on disait, c'était les hommes et les femmes. Donc, élément donc sur l'argent, effectivement, notre société a mal à l'argent parce que c'est une importation. Ma propriété en dehors de la femme n'existait pas. Si vous rentrez dans l'histoire bantoue, en dehors n'existait pas. Les enfants n'appartenaient pas à leurs parents, c'était les enfants de la communauté, mais la femme, l'époux, dans la charte sont bien distincts. Donc l'argent va continuer de poser problème en termes d'agir juste, y compris dans un sanctuaire. Pour ceux qui sont de religion chrétienne, il paraît que la seule fois où le Fils de Dieu envoyé sur terre s'est fâché et devenu violent, c'était parce que l'argent était rentré dans le sanctuaire, dans le temple, n'est-ce pas? Parce que le commerce a ceci de particulier de tout corrompre. L'erreur, effectivement, l'erreur est humaine, et c'est parce que l'erreur est humaine que dans la charte, effectivement, on l'admet, et on admet que si on veut maintenir la paix, si on est dans une logique d'entente, on est dans une logique d'amour, de liberté et de fraternité, chaque erreur doit être réparée pour garantir la paix dans le groupe. Pouvons-nous toujours agir juste? À chacun de répondre. Connaissons-nous la vérité? Et lorsqu'on la connaît, pouvons-nous toujours la supporter? C'est autant de questions. Et donc, cette analyse sur les goulots d'étranglement est exactement à son point. Maintenant, le milieu hospitalier n'autorise pas l'omerta. Chaque vie se termine par la mort. Nous avons eu un café éthique sur les erreurs ou l'aléa thérapeutique. On pourrait le refaire. Chaque acte a un risque de réussite ou d'échec. Chaque procédure a un risque de réussite, des chances de réussite et des chances d'échec, pour utiliser le mot juste. Une fois que c'est arrivé, c'est la technologie ou c'est l'individu? C'est le terrain du patient. On vous donne un médicament auquel vous êtes allergique. C'était une erreur ou c'était un aléa thérapeutique? Et ça, il y a un travail qui est fait pour essayer de standardiser et continuer de garder à l'esprit cette dimension de l'agir juste. C'est un combat de tous les jours, si je peux me permettre. Maintenant, la notion qui est inscrite, erreur appelle réparation.
la grosse problématique, on l'avait déjà dit lors de ce débat, on pourrait réorganiser cet échange, on pourrait en organiser un autre. À quel moment il y a erreur? C'est là où est le plus difficile. On confond malheureusement très souvent le résultat non satisfaisant ou le résultat inattendu à l'erreur. Un malade rentre au bloc, il peut sortir vivant ou mort, c'est connu. Quand mon malade sort plutôt mort, je dis qu'il est mort parce qu'il y a eu erreur des soignants. D'emblée, là également, il y a erreur dans l'interprétation, qu'il y a forcément eu erreur. Donc, c'est toute cette difficulté à être capable de reconnaître l'erreur qui continue d'entretenir effectivement le flou, mais il y a eu beaucoup de progrès sur les droits des usagers des formations sanitaires, sur les procédures d'expertise. Aujourd'hui, les procédures d'audit des décès sont quasiment obligatoires dans toutes les formations sanitaires pour qu'on puisse apprendre entre les insuffisances humaines, les insuffisances organisationnelles et les aléas dus aux différentes ressources qui sont présentes ou absentes dans les milieux de soins. Autre contribution? Oui, monsieur Clark. Merci pour la parole donnée et merci aussi pour le thème. Parce que je devais être à une autre activité, mais j'avais envie de prendre part à cette rencontre et ça me donne un peu raison. Parce que voilà qu'au sein de la communauté, on discute sur le concept de patriarche. Nous sommes un groupe qui pensons que patriarche, on doit l'assimiler à un art. Un art, c'est une conduite, une façon de se comporter. Et donc, la finalité est de chercher une communauté meilleure. Et ce qui fait que dans ces débats-là, ceux qui sont de mon côté, on dit, appelez-nous serviteurs. C'est-à-dire, comprenez que patriarche, c'est un serviteur. Et non pas que patriarche devient peut-être un roi. Donc, ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il y a eu beaucoup de points là et qui devraient, ça nous invite à aller bien exploiter cette charte parce qu'elle devrait nous permettre d'améliorer la contribution du patriarcat à un meilleur vivre ensemble. Bon, mais peut-être vous devez vous poser la question. Nous ne sommes pas du milieu médical. Mais je pense que si on regarde sur les fiches de présence, on va peut-être voir que nous sommes très peu absents au café éthique. Parce que nous avons partagé que le prendre soin est un partenariat. Et que normalement, quand moi aussi je rentre de l'autre côté, il faudrait que les qualités qu'on a développées ici, qu'on puisse aussi dire à l'autre milieu, parce que vous êtes hospitalier, nous sommes communauté. Qu'est-ce que je vais dire aux autres là? Pour que le prendre soin, vraiment, on arrive à des objectifs Parce que quand on discute maintenant, je prends un peu l'exemple qu'on est en train de discuter maintenant sur la stratégie de lutte contre la tuberculose.
Et il y a 2 jours, je disais, je questionne l'éthique. Si vous dites qu'à toutes les portes, dès que quelqu'un arrive, on doit diagnostiquer la tuberculose. Mais il faudrait qu'il soit consentant, non? Mais ça, il devrait comprendre pourquoi vous l'y amenez. Hein? Bon, donc, et nous sommes à l'OMS. J'ai dit vraiment, l'endroit même où nous nous trouvons, je vois que quand on met ce point-ci, moi je m'interroge comme communautaire. Peut-être que vous, du côté hospitalier, ou alors du système de santé, vous voyez. Mais moi, je me demande bien que pourquoi moi j'arrive avec ma blessure. Je suis à une porte de... J'ai ma blessure, mais maintenant tu vas commencer à me parler de la tuberculose. Je questionne l'éthique. Parce que le fait que nous venions ici, nous travaillons aussi du côté de la communauté pour que le prendre soin vraiment devienne un prendre soin qui est bon pour nous tous. Et où ce n'est pas seulement le médecin qui est concerné par le prendre soin, mais que je sache aussi qu'au niveau de la communauté, nous sommes concernés par le prendre soin. Et je leur dis tout le temps qu'il y a des maladies qui sont évitables. Mais si une maladie est évitable, et à chaque fois, nous ne faisons que tomber comme le palu, on dit que chaque année, nous augmentons le nombre de cas de paludisme alors que le paludisme est évitable. Donc, on devrait prendre aussi dans nos responsabilités de prévention. Est-ce que nous faisons ce qui est attendu de nous? Mais il y a aussi que les cas arrivent tardivement. Est-ce que nous ne devons pas aussi travailler pour qu'on voit qu'est-ce qui est attendu des communautés et comment est-ce qu'on peut vraiment arriver à cette nécessité de la précocité des cas qui arrivent dans les formations sanitaires. Et je termine en disant que tous ces questionnements-là, on est en train de légaliser un cabinet que nous appelons cabinet pour l'excellence de l'engagement communautaire au développement, en prenant que vraiment la première matière du développement est la santé. Et nous comptons donc, parce que ce qui m'a fait, je dis non, il faut prendre part. Parce que dans le diagnostic communautaire que nous allons faire, c'est d'arriver à diagnostiquer qu'est-ce qui limite le prendre soin et qu'est-ce qu'on devrait encourager pour que le prendre soin devienne vraiment ce que nous voulons du prendre soin. Donc, merci beaucoup. Okay, merci beaucoup. Je souhaiterais avoir ce qu'on a apprécié, c'est pas si. Vous savez que le docteur Bonon, quand il parle, il faut que je l'écoute, que je le comprenne encore très bien. D'accord. Généralement, les bandes sont postées dans le forum Café Éthique. Donc, j'espère que celle-ci, c'est très important. On ne fait plus pour ça. Mais si on me dit, voilà, entendu. Donc je le garde très bien parce que cette intervention-ci, je dis qu'elle est très importante au sein des communautés et que l'on analyse pour voir en quoi vous voyez ça vient de l'Afrique, non? Regardez un peu, quand on discutait déjà patriarche même c'est quoi? C'est un titre qu'on vous donne, ou bien c'est un service que vous avez, ou bien c'est... Vous voyez que ça vient enrichir et que normalement, on devrait être au service et non se servir. Entendu, effectivement, c'est vraiment essentiel. On ne peut pas être soignant. On est soignant parce que les autres sont soignants. J'essaie de leur dire à chaque fois, Ubuntu nous dit, je suis parce que l'autre est. Si je suis soignant,
c'est parce qu'il y a des soignants. C'est pas parce qu'il y a des malades. C'est parce qu'il y a des soignants. C'est parce qu'une maman prend soin de son enfant qu'elle se rend compte que son enfant n'est pas bien et vient vers le soignant que je suis. Si elle ne prenait pas soin de son enfant, elle n'aurait jamais en idée de venir voir le soignant professionnel que je suis à l'hôpital. Donc cette dimension-là, communautaire, j'avais envie, lorsque monsieur Ngba parlait, de nous rappeler, il y a un principe aujourd'hui qu'on dit une seule santé. Lorsque je ne me vaccine pas, je refuse de me faire vacciner, je refuse de prendre soin des autres. Si je suis immunisé, je contribue à protéger les autres. Les autres dorment bien parce que je dors bien. Est-ce que parce que je dors pas bien, je dois empêcher les autres de dormir? Aujourd'hui, c'est vraiment une dimension du vivre ensemble qui est essentielle. Le bruit, aujourd'hui, nous rend tous malades. Mais il y en a qui s'en foutent de ce que le bruit fait chez les autres. Le bruit rend les gens hyper tendus, provoque les troubles du sommeil, abétit les enfants. Le bruit couvre les viols d'enfants. Le bruit couvre les viols de dames dans les bars. Et on continue de laisser le bruit nocturne de manière impunie. Et pourtant, si on pensait bien-être ensemble, le bien-être de quelqu'un ne doit pas devenir le mal-être de l'autre. J'aime écouter la musique, que je l'écoute au volume qui me convienne. Je ne vais pas imposer le bruit aux autres. Je prends cet exemple. Effectivement, la dimension communautaire, pour comprendre c'est quoi la bonne santé ou le bon prendre soin dès la communauté, sont effectivement au cœur, n'est-ce pas, de la logique ou des échanges aujourd'hui que l'on met autour des principes une seule santé. C'est vraiment, et j'interpelle les jeunes. Il y a des jeunes étudiants qui sont en train de préparer des travaux de recherche. Il y a des choses que nous devons apprendre. Si on veut prendre les bonnes décisions, il faut avoir des données probantes. Donc, il y a des sujets de recherche là qui s'ouvrent. Quand on parle d'Ubuntu par rapport au prendre soin, qu'est-ce que ça implique pour les communautés, pas seulement les agents de santé communautaire, pour tous les corps de la communauté? C'est vraiment essentiel. J'avais eu le doigt derrière. Merci pour... Oui, c'est joué, merci pour la parole donnée. Donc, merci également pour l'exposé, en tout cas ce que j'ai pu noter, et également toutes les contributions des uns et des autres. Je n'ai pas connaissance un peu de cette philosophie, j'ignore les détails de cette charte, mais à l'entendre, je me posais une question. Quand on dit, surtout sur la philosophie, je suis parce que nous sommes, je me pose la question, est-ce que ça donne la primauté à la communauté sur l'individu? Ça, c'est la première question. Et pourquoi je pose cette question? Parce que pour information, je suis psychologue clinicien et psychothérapeute, donc j'accompagne des gens qui ont des problèmes, on va dire, d'ordre psychologique. Et une des choses qui crée la souffrance ou la maladie mentale, c'est le conflit. Donc, conflit qui peut être externe, mais conflit qui peut aussi être interne. Donc, à l'intérieur de moi, je peux avoir, entre guillemets, un certain nombre de tendances que je veux exprimer, mais la communauté réprime ça. Pas nécessairement parce que c'est destructeur, mais parce que ça ne va pas dans, j'ai envie de dire, ce qui est établi. Alors, est-ce qu'en ce moment-là, cette philosophie-là, cette façon, je ne sais pas, hein, je ne sais pas si je comprends bien, mais je soulève un peu la question. Est-ce que ça pourrait être conflictuel finalement pour un individu et donc entraîner de la souffrance psychologique? Ok, merci beaucoup. Je vais réagir à ça parce que il y a d'énormes discussions
le conflit avec la modernité. Est-ce qu'il y avait des personnes en charge de la santé mentale dans nos sociétés africaines? La réponse est oui. Voilà. Et donc, ce que les autres ont appelé ethnopsychologie ou ethnopsychiatrie, vous connaissez certainement mieux. Je vais raconter une anecdote. Je suis aux études hors du pays et il y a un gamin qui a un problème. Il est métis. On lui dit qu'il est franco-camerounais. Et il devient malheureux à l'école parce que on lui dit qu'il ne sait dire mot camerounais et qu'il n'a pas de représentation camerounaise. Son père a été consulté, un psychologue qui a pris la perspective standardisée caucasienne, et il vient me poser le problème. Je discute avec le petit, et le petit me dit, je veux affirmer que je suis Camerounais, mais qu'est-ce que j'ai de Camerounais en moi? Voilà la question que le petit me pose. C'est pour dire que la réalité d'une branche traduit ce qu'il y a dans le tronc ou dans les racines. Or, aujourd'hui, il y a une dérive de la biomédecine ou même de la psychiatrie ou de la psychologie qui dit quelqu'un est malade et on ne se pose pas la question comment est le tronc, comment sont les racines. Je ne sais pas si on se comprend. Donc aujourd'hui, et c'est pour ça que la dimension de métissage que nous devons intégrer, c'est de nous souvenir d'où nous venons, ce que nous sommes allés voir, nous avons vu ailleurs, et de se poser la question, quand quelqu'un est en deuil au Cameroun, le deuil se gère en communauté. Et dans la communauté, parce qu'il y a une certaine ritualisation, que la part individuelle pour gérer le deuil devient moins importante parce qu'il y a une part qui était... Donc quand beaucoup de personnes vont se retrouver en conflit parce qu'ils se coupent, d'eux-mêmes, ils se coupent de leur sève, c'est une illustration un peu tirée par les cheveux pour dire que ce que l'Ubuntu vient nous rappeler, quand ça remonte aussi loin, ça signifie que notre essence est d'abord une essence communautaire. L'être humain est d'abord communautaire. C'est la notion de la propriété ou des envies exacerbées dans la culture de l'individualisme qui fait que on ne comprend pas. Et je voulais clore sur le point des évolutions dans le DSM. La classification, voilà, on se comprend. Voilà. Donc, à ce moment-là, ces adaptations, est-ce que ces adaptations, dans un contexte où les gens ont l'instinct grégaire, tiennent ou ne tiennent pas? Donc, en fait, de poser la question sur cette charte et sur la philosophie de l'Ubuntu, c'est un peu une invitation aux soignants, aux philosophes, aux anthropologues, aux scientifiques, à la jeunesse, pour qu'elle assume son entrée dans la modernité sans être des empruntés ou sans n'être que des emprunteurs
mais en essayant d'être pleinement. Donc maintenant, est-ce que l'Ubuntu met une vie est une vie? On n'a pas dit la vie est la vie. La reconnaissance de l'individu, mais le bonheur de l'individu est au sein de la communauté. Donc, pour moi, ce n'est pas une question de supériorité, c'est une question, pour moi, de transversalité plus que de verticalité. Transversalité, horizontalité plutôt que de verticalité. J'ai suivi l'interview d'un de vos collègues, le pédopsychiatre qui a vulgarisé le concept de résilience. Oui, Boris, justement. Je l'ai eu d'ailleurs comme enseignant. Naturellement, c'est quelqu'un, je lui ai envoyé un message pour lui demander s'il avait lu au Ubuntu. Et après l'avoir suivi, je lui ai envoyé un message, un email, il a répondu. Il m'a dit qu'il n'a jamais lu Ubuntu, mais il va acheter le livre. Je lui ai conseillé de prendre celui de Suleiman Bachir, qui parle davantage. Oui, il a écrit, il a un dernier ouvrage qui est très très excellent sur la question. Et parce que justement, Boris était en train d'analyser une forme de violence en vigueur en ce moment en Occident, en France. Parce qu'elle est exponentielle, c'est-à-dire que le temps qu'on a vécu par là, on n'a jamais eu autant de violence. Et il dit que c'est parce que la communauté s'est disloquée. Parce qu'en fait, il prenait les 1000 premiers jours d'un enfant. Ça veut dire que en Occident et même au Cameroun, on ne parle plus à l'enfant, sous prétexte qu'il ne comprend rien et qu'il ne peut pas parler. Et puis en Occident, c'est la télévision qui a remplacé les parents. Donc un bébé est là, il intègre toute cette violence, il écoute, et dès qu'il peut, il la développe. Donc, il disait donc que on a privilégié l'individu, au point où on a même individualisé le plus petit en l'ostracisant. Et il disait, voilà, l'expression qui a été comprimée, la coupure entre lui et la communauté fait en sorte qu'il développe la violence. Et il disait qu'il n'a jamais vu. J'ai demandé à mes filles l'autre jour si elles ont des scarifications. Elles m'ont dit non, non. Les scarifications, c'est des enfants de mauvaise éducation. Voilà ce qu'ils m'ont dit, me dit là, il dit non, c'est des enfants qui ont un mal-être existentiel depuis l'âge des 8000, là, oui. Il me disait, on dit non, beaucoup de nos camarades ont des femmes surtout, ont des scarifications. Ah oui. Et puis, les enfants vont dans tous les sens. Et il m'a dit qu'il va lire Ubuntu et puis on va en discuter. Alors, dès qu'il va lire, je lui ai dit, je ne peux pas te téléguider, mais va lire et puis tu verras. Alors, la question de l'individu, c'est-à-dire, au contraire, dans notre contexte, oui, l'Ubuntu, je pense que c'est une philosophie qu'on doit apprendre à enseigner. On doit nous l'enseigner, on doit l'intégrer au secondaire, on enseigne à l'enseigner, parce que ça permet, ça rééquilibre. D'un côté, on doit grandir, on doit se développer, mais il faut toujours un mode hétéro-régulatoire. Et le mode hétéro-régulatoire ici, c'est la famille, c'est la communauté. Et que, d'ailleurs, dans tous les systèmes, il y a le mode autorégulatoire, qui est personnel et individuel, mais il est régulé par le mode hétéro-régulatoire.
Et je pense que mon ami, mon ancien professeur Bobori disait donc aussi qu'on a tellement ouvert les vannes, il n'y a plus les terreaux. Les terreaux régulatoires n'existant plus. Donc, ça va dans tous les sens. Je pense que la question que vous venez de poser nous permet de davantage entrer, creuser cette philosophie. Parce que tôt ou tard, il faudra qu'on relève quand même les limites. Parce que c'est quand même dans le pays de l'Ubuntu où tous les 5 ans, on s'en prend aux migrants africains de manière violente, quand même. Donc, ça permet qu'on construit, nous sommes un peu dans une phase de construction. Dire que nous sommes en train d'ancrer notre réflexion sur l'éthique au café et très prochainement à la chaire sur une philosophie, la philosophie de l'Ubuntu. Parce qu'on a estimé que si on ne parle pas de nous, personne ne parlera de nous. C'est en ça que j'ai rejoint très rapidement Emmanuel Conti. C'est-à-dire qu'il m'a convaincu en cela que si on ne parle pas de nous, si on ne... Parce que voyez-vous, étant docteur en philosophie, je suis parti un jour à Cahors. À Cahors, c'est en France. À Cahors, on va déjà vers le sud. Et puis, quand on me présente, et puis une dame qui a une licence dit que c'est la première fois qu'il voit un philosophe africain. Parce que, oui, j'étais un peu ahuri par son ignorance. Et puis, je suis reparti. Quand je suis rentré sur Paris, la première des choses, j'ai fait une provision d'ouvrage. J'ai envoyé, parce que j'avais été invité pour un colloque, j'ai envoyé pour leur dire, voilà, une bonne documentation pour la philosophie, oui, des philosophes africains. Oui, une philosophie qui est ancienne, depuis, oui. Donc, vous comprenez que le tout n'est même pas une méprise, mais il y a beaucoup d'ignorance. Et puis, naturellement, le subconscient qui revient. Les Occidentaux, on a l'impression qu'ils regrettent les indépendances que nous avons eues et veulent les reprendre par d'autres manières. Oui, ça c'est un peu... Oui. L'agir juste éthique est inscrite dans plusieurs civilisations et la décommunautarisation et le règne de l'individualisme où tous les éloges à l'individualisme vont continuer de poser problème dans toutes les sociétés. Je vais prendre une illustration. Il y a quelques années, il y a un économiste camerounais qui s'est interrogé sur que sont devenus les héritages des Camerounais riches au moment des indépendances. Et l'un des constats qu'il faisait est que les descendants de tous ces riches Camerounais au moment de l'indépendance sont en guerre, que les familles n'existent plus. Parce que les gens se sont mis à se discuter l'argent. Or, la tradition africaine, c'est quoi? La tradition, c'est qu'on dit qu'il y a celui qui reste avec l'héritage, ou que la famille reste. Mais aujourd'hui, on dit qu'on doit partager. On dit qu'on doit partager. Et une fois qu'on a partagé, c'est la dislocation. Et dès qu'on a disloqué, ce qui se passe donc, dès qu'on disloque, il y a des enfants aujourd'hui, les parents sont encore en vie, qu'ils ont commencé à se mettre chacun dans son couloir sous le prétexte qu'il attend sa part. N'est-ce pas? Le père travaille pour sa part et le frère devient l'ennemi. Donc la notion de
je suis parce que nous sommes, de manière très manifeste aujourd'hui, aller dans les tribunaux camerounais. Il faut assister à certains de ces procès autour de l'héritage. Je ne vais pas prendre certains exemples à la morgue, à l'hôpital, au moment des levées de corps, où des gens oublient que le papa est encore dans le cercueil et on fait séquestrer le corps du papa ou de la maman pour des raisons d'héritage. Donc l'oubli de la dimension « je suis parce que nous sommes », je suis l'enfant d'un papa. Il avait beaucoup d'argent. J'ai des frères. Si je n'ai pas de frères, je ne suis pas, puisque ce papa-là, il dit qu'il a laissé les enfants. Je veux nous ramener à un milieu hospitalier où nous avons des situations où, quelqu'un parlait d'argent tout à l'heure, il y a des familles, des membres de famille qui veulent commencer la guerre de l'argent en essayant de corrompre les soignants pour avoir accès au dossier du parent, pour savoir s'ils peuvent aller faire telle ou telle chose. L'argent est bien, mais la juste utilisation de l'argent, l'utilisation éthique de l'argent ou des ressources est ce qui est en jeu. Et cette charte et cette philosophie est une philosophie qui cherche l'entente, qui prône l'amour, en reconnaissant la liberté de chacun, en reconnaissant la fraternité, mais insiste sur la notion de l'entente et de l'amour et le respect qui est dû à la vie. En clair, elle s'oppose clairement à l'utilitarisme. Elle s'oppose clairement au matérialisme. Elle s'oppose clairement à, on va dire quoi, aux éloges de l'individualisme triomphant. Si je veux montrer aux autres que j'ai, je leur montre et après, c'est quoi la finalité? Puis être heureux seul. Et tout à l'heure, vous faisiez allusion, et ce sera peut-être le mot de la fin, les 1000 premiers jours de la vie d'un enfant, depuis sa conception jusqu'à ce qu'il marche. Il n'est que parce que les autres sont. Il n'est parce que les autres, il n'existe que parce que les autres sont. C'est-à-dire, c'est ça notre racine. Revenons à l'arbre, revenons à l'image de l'arbre. Et ce n'est pas parce que on m'a envoyé à l'école, je suis allé à l'école primaire, à la maternelle, au lycée, à l'université. Et après, je dis que c'est moi. Non, le moi existe, mais le moi n'existe que parce que les autres sont là. Et je crois que cette dimension-là, en milieu de soins, a beaucoup d'illustrations. Un hôpital fonctionne avec des agents d'hygiène hospitalière, des agents administratifs, des spécialistes en informatique, en communication, en plomberie, en je ne sais pas moi quoi, jusqu'au gars qui sait utiliser les robots pour opérer un cerveau. Mais le gars qui sait utiliser les robots pour opérer un cerveau, si l'agent d'hygiène hospitalière n'a pas bien entretenu le bloc opératoire, ou si l'électricien n'a pas fait le bon petit réglage, rien n'est possible. Donc cette dimension d'équipe, cette dimension, la force de la communauté, est vraiment à continuer de pousser pour que les uns et les autres intègrent que en faisant le soin, en s'intéressant aux soins, au prendre soin, l'individualisme est le premier ennemi du métier.
mon intelligence, l'intelligence du collègue. Mon intelligence sans l'intelligence du collègue ne peut pas avancer. Je ne peux pas m'améliorer. L'hôpital n'existe que parce que nous sommes plusieurs à l'hôpital. Malheureusement, aujourd'hui, il y en a qui disent que oui, puisqu'ils passent plus de temps au téléphone, non. Et leur téléphone est personnel, individuel. Mais même quand ils sont dans le téléphone, c'est parce qu'ils sont en réseau avec les autres. N'est-ce pas? Oui, si l'Afrique est le berceau de l'humanité, la philosophie fondamentale de l'Afrique, qui est dans « je suis parce que nous sommes », devrait être les fondamentaux que nous maîtrisons, au lieu que de nous perdre dans le délire individualiste qui crée le conflit parce que c'est contraire à notre essence fondamentale. Et je vais terminer par la partie triste. Lorsqu'on a été milliardaire et qu'on a acheté soi-même son cercueil, on ne peut pas laver soi-même son corps ou se mettre le costume, sauf dans la nouvelle industrie actuelle où on dit que je peux décider de comment et je paye. Mais même quand je paye là, je ne peux pas le faire pour moi-même. C'est encore les autres qui m'aident à le faire. Donc, merci beaucoup d'être venus pour vos contributions. C'est un appel aux jeunes étudiants, aux jeunes chercheurs ou aux moins jeunes chercheurs qu'il est important que nous continuions la réflexion pour voir comment cette philosophie essentielle dans notre autochtonie nous permet d'entrer en modernité en étant pleinement nous-mêmes. Au nom de ton père et ta mère, et ta vie sera comment honorer nos pères et nos mères, nos arrière-grands-pères, nos arrière-grands-mères, nos arrière-arrière et arrière-arrière-arrière qui ont laissé l'Ubuntu. Si nous ne respectons pas l'Ubuntu, ça signifie que nous ne voulons pas être nous-mêmes et nous ne pouvons pas être heureux lorsque nous avons oublié ce que nos aïeux, ce que nos devanciers nous ont laissé. C'est sur cette marque un peu provocatrice que je vais conclure en disant il y a toujours le café, il y a certains qui se sont levés, mais c'est un café multiforme. C'est un café parfois qui peut avoir des bulles ou de la mousse. Bonne soirée à tous et notre prochain rendez-vous sera le 1er juillet, n'est-ce pas? Le 1er juillet et nous pourrons continuer sur la confrontation entre la lecture comparée entre l'Ubuntu et la bioéthique de la biomédecine, on peut dire comme ça, ou la bioéthique moderne. Ça nous permettra d'élaguer ou de clarifier un certain nombre de concepts pour les plus jeunes et rendre les projets d'apprécier, des projets de recherche plus faciles. Merci beaucoup et à bientôt. Merci d'avoir disposé votre temps pour écouter ce podcast proposé par le Centre pour le développement des bonnes pratiques en santé. Le thème de cette édition, celle du 3 juin 2026, a porté sur la charte Mandi et l'Ubuntu. Ces échanges empreints de rigueur intellectuelle et de mesure nous permettront à tous de dépasser la vision qui réduit le prendre soin à une intervention strictement individuelle et dépourvue de considération pour la vulnérabilité ontologique et sa profondeur communautaire.
Par votre éclairage, votre expertise et vos actions de terrain, nous sommes persuadés que collectivement, nous parviendrons à l'édification d'un système de santé véritablement collaboratif, capable de refléter et d'honorer l'héritage de nos civilisations. Avec votre soutien, transformons nos aspirations en réalité durable.